Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Évadez-vous près de chez vous, et si l'on partait ensemble en excursion. Dans cette émission, nous découvrons un nouveau lieu chaque jour, merci à notre partenaire Wallonie Belgique Tourisme. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Bouillon. Bouillon et la vallée de la Semois ont inspiré de nombreux artistes parce que les paysages et les panoramas s'y multiplient à l'infini. Cette ville à l'histoire millénaire abrite en son sein un château fort qui est le plus ancien vestige féodal de Belgique et l'une des plus remarquables forteresses d'Europe. Un voyage dans le temps que l'on peut compléter par une visite au musée ducal et à l'archéoscope. Le cadre naturel exceptionnel se prête aussi pour de nombreuses activités nature, des balades et des randos à pied, à vélo ou à moto, de la pêche, du kayak, sur la Semois par exemple. Changer d'air, se déconnecter pour se reconnecter, se vider la tête, se nourrir l'esprit. S'égarer pour mieux se retrouver. Découvrir. Se découvrir. Se sentir libre. Destination Wallonie. Tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Avant de vous présenter mon premier invité, je vous dresse la carte d'identité de Bouillon. 5400 habitants, on les appelle les Bouillonnais, les Bouillonnaises, une superficie de 149 km², et Bouillon est situé dans la province du Luxembourg. Et dans cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Christophe. Bonjour Jean-Christophe Delatte. Bonjour Frédéric. Jean-Christophe, vous êtes guide au château fort de Bouillon. S'il y a bien un incontournable à Bouillon, c'est bien le château. Si l'on passe par Bouillon, il faut le visiter. Ah ben comment donc, qui ne connaît pas ce beau château féodal de Bouillon? C'était une destination choisie, toute trouvée pour beaucoup d'écoliers lors de voyages scolaires ou comme but évidemment d'une escapade ardennaise lors d'un week-end, pourquoi pas. Endroit bien connu s'il en est, qui est toujours très agréable à voir ou à revoir. Il est incontournable parce que dès qu'on arrive à Bouillon, on le voit, c'est un château très impressionnant. Absolument. Comme tout château d'ailleurs de cette époque, de la moitié du Moyen-Âge, il date du XIe siècle. Donc c'est un édifice qui finalement a 1000 ans, malgré de nombreuses transformations au fil des siècles, bien son origine remonte au XIe siècle, a été construit de façon stratégique sur une crête rocheuse. Donc il surplombe évidemment toute la ville de Bouillon et plus particulièrement ce méandre, puisque cette crête rocheuse a été érodée par la rivière qui fait une très belle boucle. Nous sommes dans la moyenne Semois, région où il y a de nombreux méandres de cette belle rivière, et le château a été construit donc sur un de ces pitons rocheux, un de ces promontoires. Il surplombe entre 50 et 70 mètres pour le point le plus élevé, au-dessus de la tour d'Autriche, cette courbe de la Semois, ce qui permet d'ailleurs d'y avoir un très joli panorama, tant sur la ville elle-même que sur tous les alentours. Jean-Christophe, en quelques mots, est-ce que vous savez un peu nous rappeler l'histoire de ce château? Il a une histoire importante? Ah, ô combien, parce qu'en fait, il appartenait à une illustre famille, les comtes d'Ardenne, ducs de Haute-Lotharingie, qui en fait régnaient sur toute la région au XIe siècle. C'était des gens qui étaient extrêmement influents et qui ont construit tout un chapelet de châteaux, dont celui de Bouillon. Il y en avait à peu près un tous les 30 km et dont le but était double. Le premier, c'était bien sûr de contrôler le passage. Tous les gens qui se déplaçaient à l'époque dans un axe nord-sud, tout le monde connaît les voies romaines, les chaussées romaines, mais on suivait essentiellement les rivières, qui étaient un très bon point de repère pour ne pas se perdre dans ces immenses forêts ardennaises à l'époque, qui évidemment recouvraient la région, devaient passer par là. Ils étaient contrôlés et ils payaient, pour la petite histoire, déjà une taxe. Alors quand on pense que ce sont nos amis français qui ont inventé les péages, pas du tout, ça vient en ligne droite du Moyen-Âge, puisqu'on payait un droit de passage, la capitation. Et la deuxième fonction, c'était bien sûr de s'y protéger. Un château féodal, en fait, c'est une caserne. C'était une caserne, une place fortifiée, où vivait un seigneur avec quelques soldats, et dont la mission était bien sûr de protéger les sujets, les serfs, les manants, les petites gens, les paysans, qui eux vivaient dans des bourgs, dans des petits villages, des maisons très sommaires,
en bois pour la plupart, le long de la rivière. Ils utilisaient évidemment la rivière comme étant un moyen de ressource pour avoir de l'eau, mais du poisson, etc. Et en cas d'alerte, évidemment, bien tout le monde remontait dans le château et s'y réfugiait. On s'enfermait dans le château. Il faisait ce qu'on appelait le siège. Et donc ce château a connu à travers 1000 ans de très nombreux épisodes guerriers, de très nombreux sièges, 15 ou 16 fois il a été attaqué et jamais il n'a été pris. Donc son côté défensif était tout à fait avéré. Il a d'ailleurs une réputation fondée d'être une forteresse quasi imprenable. En tout cas, à l'époque, elle l'était. Ça veut dire que cela n'a rien à voir avec le fameux Godefroy de Bouillon que l'on connaît? Ah, mais bien sûr que si, puisqu'en fait, le 5e et dernier possesseur du titre de duc d'Ardenne, c'est notre ami Godefroy de Bouillon. En fait, Godefroy de Bouillon a une histoire illustre, puisque c'est lui qui a monté cette fameuse première croisade, ce long pèlerinage religieux en 1096, en quittant évidemment Bouillon et toutes les régions avoisinantes, forcément, pour aller se rendre dans une ville et la libérer plus exactement, la reprendre, qui était la ville en fait de Jérusalem, cette ville sainte bien connue, qui à l'époque était occupée par des Turcs seldjoukites, qui refusaient l'entrée à tout qui n'était pas de la même confession. Et donc, sur demande du pape Urbain II, eh bien, lui et évidemment multitude d'autres chevaliers, hommes de guerre, quelque part, ont monté une grande expédition, un pèlerinage religieux de Bouillon et de partout, d'Occident, pour aller libérer cette ville de Jérusalem. Et ça a été la première croisade aboutie. Il y en a eu 8 au total, 7 autres, mais ça a été la première qui a été couronnée de succès. Malheureusement pour Godefroy de Bouillon, qui a d'ailleurs dû vendre son château, c'est pour ça que c'était le dernier détenteur du titre, il a vendu son château au prince-évêque de Liège, il n'est pas revenu de Jérusalem, il est mort là-bas en 1100, et donc malheureusement ce château a changé de main, d'ailleurs plusieurs fois à travers 1000 ans, comme je vous le disais, mais c'est bien sûr Godefroy qui entre autres a donné les lettres de noblesse au château fort de Bouillon, tel qu'on le connaît et qu'on le visite aujourd'hui, tout le moins pour sa partie primitive la plus ancienne. Dites-moi, c'est une sacrée histoire. Les murs doivent être imprégnés de fabuleuses histoires dans ce château. Jean-Christophe, si l'on vient visiter le château, que peut-on faire? Que peut-on voir? Qu'est-ce qui est intéressant? Il y a tellement de choses à faire et à voir, mais en tout cas déjà faire appel à son imagination. On reste de grands enfants, en tout cas je vous le souhaite. Qui n'a jamais rêvé d'être un chevalier ou une princesse? Alors quand on est entre les murs du château fort de Godefroy de Bouillon, très vite on peut se laisser transporter dans cette magnifique et riche période qui était le Moyen-Âge. Alors déjà le découvrir et se laisser transporter par cette imagination. Les murs parlent d'eux-mêmes parce qu'on va retrouver beaucoup d'éléments d'architecture tout à fait spécifiques au château fort. Outre une visite classique, on peut bien sûr la faire avec des audioguides qui retracent toute l'histoire du château. On peut la faire évidemment avec un guide en groupe ou en individuel pour ceux qui le souhaitent. Il y a la possibilité d'assister, et c'est inclus dans le prix d'entrée, à un très joli spectacle de fauconnerie qui a lieu 3 à 4 fois par jour, à des heures fixes. On peut visiter également un musée qui retrace l'histoire des croisades à proprement parler. Et pour terminer le tout, dans une partie du château, des greniers ont été aménagés pour retracer l'histoire de l'écriture. Et donc ce petit musée de l'écriture retrace donc toute cette histoire de l'écriture. Jean-Christophe, eh bien, on ne manquera pas de passer par le château cet été pour le visiter. De manière plus générale, au niveau de Bouillon, est-ce que vous auriez des conseils à nous donner? C'est une destination incontournable cet été? Je pense qu'elle l'est, certainement, avec l'actualité qu'on connaît. C'est une très belle occasion de redécouvrir nos belles régions et notre propre patrimoine. Il faut certainement pas aller loin que pour découvrir de belles choses et se dépayser. Bouillon offre une grande palette d'activités. Le château fort, évidemment, on vient de longuement en parler. Également le musée, et le musée est très intéressant. Ce n'est pas un grand musée, mais qui a quelques pièces d'intérêt. L'archéoscope qui se trouve d'ailleurs entre les murs de l'ancien couvent des Sépulcrines, où se trouve d'ailleurs l'office de tourisme lui-même, qui retrace de façon très interactive l'histoire des croisades. Et c'est chouette à tout âge, honnêtement, et surtout si le temps n'est pas de la partie, puisque ça se fait évidemment intramuros. Et puis alors, évidemment, je devrais le citer en premier, tout le patrimoine naturel que nous avons à Bouillon, les kilomètres de promenade, 220 kilomètres de promenade fléchée, de tout niveau, de la plus facile évidemment,
en longeant la semoie elle-même, jusqu'à certaines qui sont un peu plus périlleuses, même si ça ne requiert pas d'aptitude physique particulière, mais je pense particulièrement à la promenade des crêtes ou la fameuse promenade des échelles, là, où on doit emprunter à 3 reprises des échelles pour arriver au sommet de certains pitons rocheux, ce qui permet d'avoir une vue magnifique d'ailleurs sur la vallée et sur des méandres de la Semois. Ce sont des paysages et des panoramas à couper le souffle, et souvent beaucoup en reviennent séduits en se disant mais je ne pouvais pas imaginer qu'on avait d'aussi beaux coins en Belgique, en Wallonie et à Bouillon. Info People, un VIP qui vient de Bouillon, c'est Philippe Albert, le joueur de football qui a fait partie des Diables Rouges et qui est commentateur à la RTBF chez nos confrères. Au niveau gustatif, il y a la truite de la Semois, il y a l'œillet du château, et sous ce nom curieux, se cache un secret bien gardé dans les caves du château. C'est un fromage au lait cru de brebis et à pâte dure. La bouillonnaise, c'est dans la brasserie de Bouillon qui est brassée cette bière brune. Et enfin, le croisé, à l'occasion du 900e anniversaire de la première croisade, c'est un biscuit. Est-ce qu'il y a moyen de bien manger, de prendre un verre aussi, Jean-Christophe, lorsqu'on est à Bouillon ? Frédéric, après ce que tu viens d'ici de nous énumérer, tu ne peux que nous mettre en appétit, parce que c'est vrai que c'est un endroit particulièrement approprié à se faire plaisir avec une bonne table bien garnie. Alors évidemment, tu as cité tous ces beaux produits de bouche, la truite évidemment, c'est le poisson emblématique de la truite sauvage maintenant, puisqu'on a repeuplé avec de la fario qui, même si elle est un peu plus petite que la truite arc-en-ciel, elle est autrement plus goûteuse. Le fameux fromage dont tu as parlé évidemment, et puis sans oublier les bières de brasserie, qu'elles soient artisanales ou un peu plus commerciales. Et puis aussi, on n'est peut-être pas tout à fait en saison, mais le gibier sous toute forme, qu'il soit évidemment complètement transformé, les pâtés et autres saucissons ou jambons fumés, puisque c'était aussi des spécialités médiévales. On séchait la viande au Moyen-Âge, on la salait. Le jambon d'Ardenne, surtout quand il est fait avec un bon cuisseau de sanglier, ce n'a rien d'autre qu'une recette venue en ligne droite du Moyen-Âge. Ô combien goûteux, c'est juste ce qu'il faut pour se préparer à un très bon pique-nique, pour aller, pourquoi pas, découvrir ces belles promenades dans les forêts ardennaises. Merci Jean-Christophe Delatte, guide au château fort à Bouillon. On sent que vous êtes passionné et on ne manquera pas de passer par le château cet été pour vous faire une petite visite et pour écouter toutes vos explications. Nous, on poursuit cette émission à la découverte de Bouillon. Mais d'abord, on va faire une petite pause. She
On poursuit la visite de Bouillon et on visite un lieu qui n'est pas visitable en fait, mais qui est magnifique et j'ai le plaisir d'accueillir pour en parler Sœur Myriam. Bonjour Sœur Myriam. Bonjour monsieur. Alors ma sœur, est-ce que vous pourriez un petit peu nous présenter l'abbaye cistercienne de Clairefontaine? Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est une abbaye cistercienne, c'est une abbaye où on vit la vie contemplative selon la règle de Saint-Benoît, qui est essentiellement vouée à la prière, à l'accueil et au travail manuel. Oui, la règle de Saint-Benoît qui est bien connue, et bien évidemment. Il y avait l'abbaye cistercienne du Val-Dieu jusqu'il y a quelques années d'ici. Oui. C'est un endroit que l'on peut visiter, ma sœur, ou bien est-ce que c'est justement un endroit où il y a du calme et on vous laisse tranquille? On peut visiter l'église, c'est la seule chose qu'on peut visiter. On a un magasin où on vend des produits monastiques et particulièrement les produits de notre fabrication, des biscuits et des produits de boulangerie. Pour nos éditeurs d'RCF, est-ce que vous recommanderiez, Sœur Myriam, de passer, vous dire bonjour cet été si les auditeurs passent par Bouillon? Ils peuvent passer par Bouillon, mais il n'est pas dit. Il y a toujours une sœur ou une bénévole qui est à l'accueil et qui peut indiquer pour aller visiter l'église. Qu'est-ce que c'est en fait les cisterciens et cette fameuse règle de Saint-Benoît? Les cisterciens ont été fondés par Saint Robert de Molem, Albéric et Étienne Harding. Ils ont voulu revenir à une vie plus simple, à retrouver la règle de Saint-Benoît, qui pensait qu'il n'était plus assez bien observé dans les monastères de Cluny et la règle de Saint-Benoît date du VIe siècle, si je ne me trompe. Est-ce que vous pourriez peut-être, Sœur Myriam, nous parler un petit peu de l'abbaye en elle-même? Je parle du bâtiment, parce que c'est un endroit aussi qui est assez majestueux, qui est magnifique, je pense. Hein. Il a été construit dans la foulée de la restauration d'Orval, dont Albert von der Squanten voulait restaurer l'abbaye de Clairefontaine, qui est à Arlon, mais elle était occupée et n'a pas pu reprendre le lieu. Donc, il y a eu une donation qui a été faite et c'était la construction ici à Bouillon. Et les sœurs sont arrivées en 1935, venant d'un monastère de France qui demandait beaucoup de restauration. Et donc, ce monastère était construit, a été libre. Et donc, la communauté est venue ici en 1935. L'architecte, c'est le même que celui d'Orval, Henri Vaz, je crois. C'était assez moderne pour l'époque. C'est des ogives partout. Il y a une personne qui est passée l'autre jour, elle disait que ça l'étonnait de voir le style du monastère, qu'on ne voyait pas beaucoup. L'abbaye Notre-Dame de Clairefontaine, en fait, est située à Cordemois, c'est le long de la Semois, dans un vrai cadre de paix, sur l'ancien fief avec ferme que le baron de Moffard légua à sa fille moniale dans les années 20. Oui. Il est aussi possible de recevoir certaines personnes qui cherchent la paix, qui cherchent le silence. Oui, il est possible de recevoir des personnes qui veulent avoir un temps de silence. Évidemment pas cette année, mais sinon on organise aussi quelques retraites au cours de l'année où il est possible de participer. Évidemment, on ne peut pas visiter l'intérieur de cette abbaye. Non. Mais par contre, il y a de magnifiques promenades qui sont organisées tout autour de l'abbaye et c'est véritablement un endroit très très beau à voir si vous passez par Bouillon, effectivement. Merci beaucoup, Sœur Myriam. On vous souhaite une excellente journée en tout cas. Merci. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very
Mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your world. Mad world. Le tombeau du géant est un endroit magnifique à Bouillon. Depuis le point de vue de Botassar, vous aurez une vue impressionnante sur la nature. C'est l'un des panoramas les plus impressionnants en Belgique. Le tombeau du géant est classé patrimoine exceptionnel de Wallonie et patrimoine naturel d'intérêt paysager. Il est sans doute l'un des plus connus, l'un des plus photographiés dans notre pays, avec cette superbe boucle d'une semois sauvage. En fait, il s'agit d'une colline formée par un méandre de la semois. Armelle Delmel et Florine Ancion sont allées visiter cet endroit. Elles y ont rencontré Stéphanie Berthe de la Maison du Tourisme du pays de Bouillon en Ardennes. Est-ce que vous pouvez nous raconter la légende qui réside autour de ce tombeau? C'est en fait qu'un géant trévire qui s'est jeté du haut du rocher pour échapper aux Romains. Pour justement ne pas être prisonnier, je veux dire, d'eux, il s'est jeté pour y échapper. Et alors on a fait sa tombe, justement, c'est pour ça qu'il y a une butte en fait entre le méandre de la semois, car c'est un géant qui est enterré. Voilà, c'est son tombeau. Il y a des balades à faire ici autour du tombeau, autour du point de vue. Est-ce que vous savez nous en dire un mot? Il y a des difficultés variées. Vous en avez deux petites en fait qui démarrent ici de Botassar même, qui sont assez courtes. On est à 3,5 et 2,5 en kilomètres. Donc c'est accessible à tous. Maintenant c'est des chemins assez escarpés, donc en poussette c'est pas possible. Pour ceux qui aiment vraiment la randonnée, il y a possibilité de combiner des promenades, par exemple même à départ de Bouillon, en combinant avec notamment les 2 GR qui passent ici, de faire une balade là de 15 km qui va être en boucle, donc passer par plusieurs points de vue et notamment le tombeau du géant. Mais là encore c'est accessible voilà, seulement aux promeneurs, je veux dire pas aux familles avec poussette. Là, et donc quand on fait la balade, il y a moyen de faire tout le tour du tombeau? Non, vous démarrez ici vraiment sur à hauteur avec la vue. Et vous allez aller dans les bois et vous allez descendre un tout petit peu, vraiment vous rapprocher de l'eau, etc. et avoir d'autres vues sur le tombeau. Vous n'allez jamais descendre vraiment à la hauteur et aller sur cette butte en fait. Il n'y a pas d'accès ici, je veux dire pour traverser par exemple, quand vous êtes à la rive en bas pour traverser et accéder au tombeau en fait. Et si on fait vos balades, il faut compter plus ou moins combien de temps? Donc ici on a plus ou moins 1h30, 2 heures. On compte assez large généralement voilà, pour les familles. Et sinon, si on fait les plus longues, là vous en avez pour 4h30 de marche. Quoi. Donc il y a vraiment pour tout le monde, c'est ça qui est chouette. Donc pour toute difficulté et pour des petites envies juste de randonnée, de voir un petit peu le tombeau sans se casser la tête. Et sinon pour ceux qui sont vraiment amateurs de randonnée, il y a moyen de faire des 5 heures de randonnée. D'accord. Et pour les plus grandes balades, il y a des points de ravitaillement, il y a des endroits où les gens peuvent s'arrêter, faire une pause? Vous avez des petits endroits, je veux dire, plus des aires de pique-nique, abris pique-nique, aires de barbecue, etc. Mais voilà, c'est seulement aménagé et on vient avec ses propres, sa propre nourriture, son ravitaillement à soi. Parce qu'il n'y a pas vraiment, on ne croise pas de village ou quoi pendant les promenades. Donc il y a juste ici, par exemple, quand vous démarrez de Botassar, vous avez, par exemple, pendant tout l'été, ils ont un espace bar ici qui a été réaménagé. Il y avait un cabanon.
Donc ça c'est chouette pour avant ou après la balade, pour profiter en même temps de la vue. Mais une fois que vous êtes sur le parcours, vous êtes tout le temps dans les bois, donc il n'y a pas de quoi s'arrêter. C'est vraiment très nature. Même les autres promenades en combinant, vous ne passez pas forcément par des villages. Donc, si jamais vous partez pour une grande randonnée, c'est bien de partir avec au moins minimum une gourde, parce que voilà, vous n'allez pas croiser grand-chose. Et c'est des balades qui sont fort fréquentées? Assez, oui. Ici, c'est une forte demande en fait qu'on a, que ce soit ici pour Botassar ou même les autres balades dans les alentours. Les gens sont quand même fort demandeurs parce qu'ils viennent ici justement généralement pour se balader, profiter de la nature, des beaux points de vue, de la semoie. Donc oui, il y a beaucoup et on peut le voir même ici, c'est toujours assez plein. Voilà, c'est pareil un petit peu partout, on croise énormément de promeneurs en ce moment. Le beau temps fait aussi que... C'est sûr. Voilà. Et c'est praticable toute l'année, même en hiver, on peut venir faire cette balade? Cette balade-ci, oui, il n'y a que quelques balades, donc on ne conseille pas en hiver, généralement en période de crue. Certaines balades ne sont pas accessibles, celle-ci reste assez, je veux dire, en hauteur, donc il n'y a pas de souci. On a d'autres balades dans d'autres villages qui passent vraiment le long de l'eau, et là c'est pas conseillé. Et aussi certaines balades où c'est un peu trop escarpé et vous risquez, s'il y a eu du gel, s'il a neigé ou même s'il a plu, de glisser. Donc voilà, de fuir toujours partout en sec. Sinon, la plupart sont accessibles dans toute saison. Ce qui est très bien, par exemple en automne, c'est une période que les gens aiment beaucoup pour se balader. Donc voilà, c'est accessible, il n'y a vraiment aucun souci. Est-ce qu'il y a des cartes que les gens peuvent se procurer quelque part? Oui, donc nous avons des cartes topographiques avec nos tracés de balade dessus. Donc elles sont toutes balisées. Donc ils ont le choix, ils peuvent faire la promenade en suivant le balisage ou en suivant le tracé sur carte. Elles sont en vente dans les points d'accueil touristiques du territoire. Donc ici on en a une par exemple ici pour Botassar, ça sera la carte de promenade du Grand Bouillon qui reprend vraiment tous les villages de la commune. Maintenant on a pour tout notre territoire, c'est à chaque fois des cartes de promenade par entité en fait, qui sont généralement en vente entre 7 à 8 euros. Et voilà, ils peuvent se les procurer à chaque office du tourisme et syndicat d'initiative, maison du tourisme du territoire. D'accord. Est-ce que le long de la balade on peut trouver des informations ou des tables d'orientation, des choses comme ça? Ici, non. Il en existe quelques-unes, je vais dire, qui sont vraiment axées là-dessus. Ou par exemple, parfois vous passez par un arboretum ou des choses ainsi, vous avez des panneaux didactiques. Ici, les promenades qu'on a, en tout cas ici aux alentours de Botassar, c'est vraiment juste des rando. Est-ce qu'il y a des conditions particulières à respecter en ce moment avec le Covid? Ici, pour aller se promener, non, une fois que vous êtes dans les bois, il n'y a pas de restriction. Ici, par exemple, au point de vue à Botassar, c'est une zone où il faut porter le masque parce que c'est une zone fort fréquentée. On a des petites zones comme ceci où là, par exemple, ils ont mis des petites restrictions parce que c'est assez étroit et les gens vont se croiser, donc il faut toujours aller dans le même sens, attendre un petit peu. Donc voilà, dans des cas particuliers comme cela, oui, il faut porter le masque, etc. Mais sinon, une fois que vous êtes dans les bois, vous croisez, il y a moyen de garder ses distances, donc il n'y a pas de souci. Durant 30 minutes, nous avons visité, exploré Bouillon. J'espère vous avoir donné l'envie de vous y rendre cet été. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle destination touristique. Because